Souleymane Niang. Amnesty International dresse donc une situation catastrophique des droits humains au Sénégal durant l'année 2023. Le rapport a été publié ce matin. Cette mauvaise note attribuée au Sénégal est la conséquence des nombreux morts lors des manifestations politiques parfois interdites, les arrestations qualifiées d'arbitraires, la répression des manifestants ou encore les restrictions de l'Internet. Là-dessus, nous écoutons Seydi Gassama, le secrétaire exécutif d'Amnesty International, section Sénégal, au micro de Boubacar Dia. Aucune, n'est-ce pas, information judiciaire ouverte au sujet de ces décès n'a connu de suite. Aucune. Ce que je peux dire de façon sûre, c'est que pour toutes ces victimes, nous nous sommes assurés à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, des expertises médico-légales. Nous avons insisté, parfois nous-mêmes, nous avons commis des médecins légistes pour assister les familles lorsqu'il y avait des contestations sur les autopsies, pour que pour chaque victime, il y ait, n'est-ce pas, un certificat d'autopsie. Et nous avons veillé pour que chaque famille de victimes ait un avocat. Et je puis vous dire que pour toutes ces victimes, y compris les 4 dernières, n'est-ce pas, nous avons commis des avocats. Amnesty la RADDHO ou la Ligue sénégalaise des droits humains ou article 19, nous avons commis des avocats pour assister justement ces familles-là. Et selon les retours que nous avons de ces avocats, avant la loi d'amnistie, aucune enquête ouverte n'a réellement connu de suite pendant ces 3 dernières années. Donc il y a une volonté manifeste, qui était déjà manifeste, d'accorder l'impunité aux membres des forces de défense et de sécurité, volonté qui s'est finalement matérialisée par la loi d'amnistie qui a été votée donc en fin de mandat du président Macky Sall pour effacer donc tous ces crimes, n'est-ce pas, et loi d'amnistie que nous avons dénoncée et que nous continuons de dénoncer parce qu'elle est une garantie d'impunité, une garantie de répétition justement des crimes qui ont été commis par les membres des forces de défense et de sécurité. Amnesty International, section Sénégal, qui recommande aux nouvelles autorités du pays, il recommande donc de régler la question des talibés, de renforcer la justice, de revoir les interventions des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des manifestations. Parmi les recommandations figure également l'adoption du Code de l'enfant, entre autres. Le point maintenant sur la libération des détenus dits politiques. 16 d'entre eux sont toujours dans les liens de la détention entre les prisons de Dakar, Thiès et Ziguinchor, selon le chargé de communication du mouvement FRAPP, Daouda Gueye. Il évoque des problèmes de procédure et interpelle les nouvelles autorités. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou-Diène. Ils sont libérés à l'exception de 16 qui demeurent dans les prisons du Sénégal. Il s'agit de Mamadi Aïdara qui est actuellement à la chambre 43 de la prison de Rebeuss, dont le dossier est au niveau du deuxième cabinet. Il y a aussi Alioune Dieng qui est à la chambre 44 de la prison de Rebeuss, sixième cabinet. Il y a également Mohamedou Abdoulaye Marcel Ning, chambre 19 de la prison de Rebeuss, premier cabinet. Il y a également Ibrahim Sagna, chambre 37, et Amadou Sek, gendarme, chambre 36, mais aussi Idi Koli, chambre 50, tous au premier cabinet. Il y a Amadou Sall, chambre 30 de la prison de Rebeuss, cinquième cabinet. À la prison de Thiès, il y a un seul détenu, Mamoudou Matar Fall, qui a été arrêté à Bout et qui, il faut le rappeler, a fait l'objet de tortures très sévères. Au niveau de la prison du camp pénal, nous avons 4 détenus non encore libérés. Il s'agit d'Amadou Sagna, de Malik Sané, Boubacar Tandian Doukouré, mais également de Tcherno Diallo. Au niveau du parquet de Ziguinchor, nous avons Adama Bamba Mané, il y a aussi Jean-Christophe Sambou, il y a Lamine Bari et enfin Moumoudou Lamine Diédou à la chambre donc 41 de la prison de Ziguinchor. Mais pourquoi ces détenus n'ont pas encore recouvré la liberté malgré la loi d'amnistie? Bon, c'est des procédures parce que vous savez, malgré la loi d'amnistie, son entrée en vigueur, les libérations ne se sont pas faites d'un seul coup, ça s'est fait progressivement à partir du traitement des dossiers. Mais nous essayons un peu quand même d'appeler les nouvelles autorités encore une fois à diligenter la libération de tous ces détenus-là. Ça se passe au niveau des cabinets et il faut que les choses donc soient un peu quand même diligentées pour que tous ces gens-là puissent recouvrer la liberté ainsi que la loi le leur concerne. À 12h06, évoquons le manque d'eau potable dans les communes de Mereto et de Niani Toucouleur situées dans le département de Koumpentoum, région de Tambacounda donc. Presque chaque jour, les populations organisent une marche pour réclamer de l'eau. La dernière manifestation en date a eu lieu au village de Bamba Koundiao dans la commune de Niani Toucouleur. La mort d'un jeune homme de 20 ans qui est tombé dans un puits alors qu'il cherchait de l'eau a mis le feu aux poudres. Alassane Dour,
porte-parole des populations interrogées par Pape Ousseynou Diallo. Nous avons un manque d'eau criard. La situation elle est très difficile, très pénible. Nous sommes en période de canicule, il fait très chaud ici. Et malgré tout, nous n'avons pas d'eau, le liquide précieux, dans beaucoup de villages. Les gens sont obligés de se lever à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau dans les puits. C'est très difficile. Donc ici, l'État doit nous venir en aide au lieu de nous laisser avec la SOGES. La SOGES qui est implantée dans beaucoup de villages et qui n'a pas respecté aussi le cahier de charge lors de la signature du contrat initial. Elle s'était engagée, lorsque un forage tombe en panne, une machine tombe en panne, à la réparer dans les 24 heures ou bien d'amener un nouveau moteur. Mais la SOGES ne respecte pas cet engagement. Il y a des villages qui sont en panne depuis plus de 2 ans maintenant, comme le village de Galé. Ils n'ont pas d'eau. Dans ce village-là, le simple problème que nous avons dans ce village-là à Bamba, où une personne a été morte hier, c'est un manque de gasoil. Le gasoil qui fait fonctionner le moteur, parce que nous n'avons pas d'électricité dans notre zone jusqu'à présent. Donc juste pour un manque de gasoil, le forage n'a pas pu donc fonctionner. Dans ce village-là, on n'a pas pu avoir de l'eau. Voilà la raison pour laquelle les gens sont allés au puits pour chercher de l'eau, y compris ce jeune Kainak qui était parti tôt le matin pour aller chercher de l'eau. Donc, et qui finalement, suite à de vertige, un malaise, est tombé donc dans le puits. À Rufisque, un pêcheur du nom de Gorongom porté disparu depuis la nuit dernière. Sa pirogue aurait été heurtée par un navire en pleine mer. Le capitaine du navire en question est activement recherché. Mamadou Diop-Tchoun, coordonnateur du Comité national dialogue social pêche et aquaculture, dénonce un crime et interpelle les autorités. Il est avec Abdou Diouf Diagne. Les services sont déjà à notre disposition pour essayer de repérer ce bateau, de l'identifier, de le ramener à quai et de l'arraisonner. C'est un crime, lèse-majesté. Et nous savons que la surveillance a tous ces appareils braqués depuis sa cartographie de radar pour identifier le navire avec son VMS qui ne s'est pas éteint. Alors il est facile donc de localiser ce bateau et de le ramener à quai. Et nous déplorons la disparition aujourd'hui d'un garçon du nom de Gorongom. Disparu pour le moment, on ne sait pas. Si on est à le découvrir mort, on parlera de mort, mais on parle du jargon disparu. L'incident, c'était quoi? C'était avant-hier nuit, donc hier. On a déclaré toute la journée des déployés de recherche et qui n'ont pas encore abouti. Mais ce qui est sûr, c'est que Gora est resté disparu. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant à cette opération de sécurisation à Kédougou. Plusieurs sites d'orpaillage clandestins ont été démantelés par la gendarmerie à Kédougou, le long de la Falémé et au niveau du village de Sansamba. Un important lot de matériel, du cyanure et du chanvre indien ont été saisis. Détail avec Ibrahima Djibakhate. Les opérations de sécurisation initiées par les forces de défense et de sécurité se poursuivent toujours dans la région de Kédougou. En effet, la compagnie de gendarmerie de Kédougou, appuyée par les éléments du Garci, ont procédé à des démantèlements de plusieurs sites d'orpaillage clandestins établis dans le département de Saraya, notamment le long de la Falémé à hauteur des villages de Sansamba, frontaliers au Mali. Cette lutte contre l'insécurité et l'orpaillage clandestin a permis de mettre la main sur des centaines de motopompes, des groupes électrogènes, des dizaines de motos à 2 roues, des marteaux-piqueurs, des pompes à eau, du cyanure et une importante quantité de chanvre indien. Aucune interpellation n'a pu être effectuée au cours de cette opération car les occupants des lieux ont pris la clé des champs pour se réfugier en territoire malien à l'arrivée des gendarmes. Ces opérations vont se poursuivre avec comme objectif la sécurisation de cet espace situé le long de la Falémé envahi par des activités illicites d'exploitation de substances minérales. Ibrahima Diabakhati, Kédougou, RFM. Parlons maintenant des accidents de travail en milieu professionnel. La Caisse de sécurité sociale cible les restauratrices et restaurateurs pour une campagne de sensibilisation. L'occasion a été saisie par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'hôtellerie, restaurant, du tabac, de l'agriculture et des branches connexes pour soulever les difficultés du secteur de la restauration liées très souvent à l'absence de contrôle de l'inspection du travail. Des Matidiens. La Caisse de sécurité se fixe comme objectif la formation des employés des restaurants. Selon Silla Cheikh Makebe, c'est pour éviter d'éventuels accidents ou risques professionnels. Il est le chef de la division contrôle des conditions de travail au niveau de la direction des risques professionnels. Le travail des
les restaurants sont exposés à pas mal de risques, parmi lesquels il y a les coupures, il y a les glissades, il y a aussi le stress. Donc on est là pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Comment? En accompagnant les travailleurs sur tout ce qui est identification des risques, sur tout ce qui est évaluation et tout ce qui est aussi anticipation sur le risque. En parlant des risques professionnels, Mamadou Diouf, secrétaire général national de l'hôtellerie, de la restauration et bar du Sénégal, estime qu'il faut insister sur l'installation des comités d'hygiène et de sécurité dans l'ensemble des réceptifs. Maintenant, on aura souhaité d'avoir permanent la visite de ces messieurs pour qu'on puisse effectivement voir avec les réceptifs qui n'ont pas pris la latitude de mettre les travailleurs en sécurité et sensibiliser. Quant à l'inspection du travail, son rôle sera de veiller à la sécurité sociale de ces travailleurs en faisant des contrôles de routine. Hassan Ndoye, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, adjoint à l'inspecteur régional de Thiès. À travers cette collaboration, nous aurons davantage quand même insisté sur les secteurs les plus accidentogènes, si vous voulez. Aujourd'hui, qu'on sache bien, le milieu HBR, hôtellerie, bar et restaurant, c'est un milieu très accidentogène. Cette session de formation de ces travailleurs sur les risques professionnels va durer 4 jours. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Restons avec le monde du travail. 4 mois sans salaire. Le collectif des prestataires de services du Centre national de transfusion sanguine dit en avoir assez. Ils n'ont pas perçu leur salaire et pour eux, c'est un motif suffisant pour arrêter la collecte mobile des poches de sang. Un mot d'ordre qu'ils comptent maintenir jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Point de presse ce matin, compte rendu, c'est du Nourouba. Le collectif des prestataires de services du Centre national de transfusion sanguine n'en peut plus. 4 mois sans percevoir leur salaire. Lajmalik Gueye est le coordonnateur. La direction nous signifia que le problème des paiements ne dépendait pas d'elle, mais de l'agence comptable et qu'elle ne pouvait pas nous garantir le paiement de nos salaires. L'agence comptable, quant à elle, nous objectait que le non-paiement dépendait de la direction. Le collectif a tenu à faire savoir que ses membres ne perçoivent que 5 000 francs après une dure journée de collecte. Autre préoccupation des prestataires qui attendent depuis plus de 7 ans pour disposer d'un contrat. Les discussions avec la direction n'ayant pas porté leurs fruits, le collectif des prestataires de services du Centre national de transfusion sanguine a décidé d'interrompre toutes les collectes de sang jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Depuis lors jusqu'à ce jour, n'ont reçu aucun paiement de leur salaire. Face à tous ces problèmes, nous avons décidé de reprendre notre mot d'ordre de grève pour une durée illimitée. Toutes les conséquences qui suivront, nous en tiendrons les autorités compétentes pour responsables. Il nous a été indiqué le bureau du directeur du Centre national de transfusion sanguine absent lors de notre passage pour recueillir sa réaction. Et puis, vous le savez, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en présence du chef du gouvernement, a reçu les secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives. C'était hier au Palais de la République. Depuis 20 ans et plus, ils ont la même tête, ces secrétaires généraux de centrales syndicales. Peut-on vraiment espérer l'alternance au sommet de ces organisations syndicales? C'est un dossier signé Anna Rocha. Une nouvelle ère s'est ouverte au Sénégal depuis la dernière alternance politique le 24 mars dernier. Une nouvelle génération est donc aux commandes, mais pourquoi les centrales syndicales n'envisagent pas cette mue? Nous avons posé la question à Khalidou Diallo, ancien ministre, professeur au département d'histoire à l'UCAD et spécialiste des questions syndicales. N'oublions jamais que le syndicalisme est issu du mouvement de la gauche et surtout du communisme et qui a une autre logique, qui a ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Vous voyez la CSA qui a connu 3 ou 4 alternances. Parce que la CSA, c'est après Djibi Diop, c'est Emenia Diadji, c'est Ibrahima Sen, c'est Mamadou Diouf, bien aujourd'hui c'est Eliman Diouf. Mais la CSA reste l'éternel troisième. Et ça ne progresse pas du point de vue de son pourcentage au niveau des élections. Donc vous voyez, l'alternance n'est pas un gage en tout cas de représentativité au niveau du Sénégal. La question de l'alternance est devenue cruciale, admet Mamadou Diop Castro. Il est ancien secrétaire général de l'UDEN, ancien secrétaire général adjoint de l'UNSAS. Mais pour lui, ce n'est pas une exigence pour les organisations syndicales. Mais la question ne se pose pas de la même manière sur le front politique et sur le front associatif. On ne fabrique pas un responsable syndical en une année. Il faut de l'expérience, il faut de l'engagement, il faut de la détermination, il faut des sacrifices
il faut des convictions. Et cela ne se mesure pas d'une alternance à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est un signe des temps et il faut s'adapter. Et c'est pourquoi il va falloir également, compte tenu des spécificités de chaque organisation syndicale, de trouver la formule qui sied pour diriger les organisations. Au vu de la démarche actuelle, Khalidou Diallo est très pessimiste quant à un changement imminent à la tête des organisations syndicales. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le reste de l'actualité est d'abord avec l'inquiétude des producteurs dans la zone des Niayes face à la surproduction d'oignons et de pommes de terre. L'écoulement pose problème. Plusieurs tonnes pourrissent, surtout au niveau des plateformes de Kayar. Les producteurs donc demandent au ministre de l'Agriculture de doter la zone des Niayes de chambres froides. Cheranta Diop. Surproduction, mévente, absence de chambres froides, les producteurs d'oignons et de pommes de terre de Kayar crient au secours, selon Baïndoui, le secrétaire général de l'association des producteurs maraîchers de Kayar. Des tonnes d'oignons risquent de pourrir. Cela s'est vérifié à la plateforme de Kayar où nous nous sommes rendus. Nous avons des incertitudes comme quoi que actuellement avec la surproduction qu'il y a, parce qu'actuellement on s'est rendu compte qu'il y a une surproduction. Actuellement si vous allez au niveau des marchés, c'est inondé d'oignons. Si vous allez au niveau de la plateforme, il y a beaucoup d'oignons et nous n'avons pas jusqu'à présent vu de preneurs qui sont prêts à pouvoir prendre cet oignon-là et les stocker au niveau soit des chambres de stockage ou bien des magasins de stockage. Donc c'est ça notre véritable problème. Mais ces producteurs d'oignons de Kayar rassurent les consommateurs. Il n'y aura pas de pénurie d'oignons et de pommes de terre d'ici la Tabaski. On peut dire que, présente sur ce que nous avons vu sur le marché et au niveau de la plateforme de Kayar, soyez-en rassurés, vraiment la zone des Niayes serait en mesure de pouvoir ravitailler le marché local jusqu'à la Tabaski. Le seul hic reste l'absence de chambres froides. Les producteurs de la zone des Niayes demandent au nouveau ministre de l'Agriculture de prendre des mesures urgentes pour solutionner cette problématique. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Dias, il ne reste plus de terres exploitables. La commune est envahie par les usines, sociétés et autres privés. Le mouvement Solution cite l'aéroport de Dias et le pôle d'Agakholpa. Il soutient que les populations n'ont plus accès à la terre dans leur propre commune. Pas que, car Dias souffre aussi d'un manque d'eau potable. Abdoulaye Faye, coordonnateur du mouvement Solution, au micro de Ndeye Matidien. Dias est dans le besoin. La population de Dias souffre sur beaucoup de choses, particulièrement, d'abord le foncier. Vous vous rendez compte, l'aéroport international de Blaise Diagne occupe beaucoup d'hectares. Le pôle d'Agakholpa, je n'en parle pas. Le pôle de Ndayan, je n'en parle pas. Donc en ce moment, la population de Dias a besoin des extensions. Pour qui? Pour sa jeunesse de demain. Parce qu'aujourd'hui, la population de Dias est serrée. Il ne peut plus sortir. À cause de quoi? À cause de ces infrastructures-là. Maintenant, nous tendons la main au président pour lui dire que le gouvernement, c'est la continuité. Il a trouvé ici des activités. Il faut qu'il les revoie et essayer de remettre à la population ce dont il a besoin. La restitution des terres, ça, on le laisse toujours au président de la République et son gouvernement. C'est eux maintenant qui savent maintenant comment mener les activités. Surtout, je suis les doléances de la population. Dias a besoin d'un hôpital international de dernière génération. Toute la commune de Dias n'a pas de route goudronnée. Ce sont des routes sablonneuses. Donc, nous tendons la main maintenant au président de la République. L'eau, l'électricité, les extensions dans toute la commune. Qui parle de développement d'un pays, parle de sa jeunesse. Dias rengorge beaucoup d'intellectuels, des cadres qui peuvent être des ministres, des cadres qui peuvent être des directeurs généraux. Donc toujours, comme je le dis, nous tendons la main au président de la République et son gouvernement pour venir en aide à la population de Dias sur tous les plans. Et puis ce 24 avril marque le 7e anniversaire du naufrage de Bettenty qui avait fait 21 morts. Des femmes qui allaient chercher des huîtres avaient perdu la vie dans ce drame. 7 ans après, les populations de Bettenty dénoncent les promesses non tenues de l'ancien président de la République, Macky Sall. Ils réclament notamment l'érection de leur village en commune. Écoutons Mamadou Diouf, un habitant de Bettenty. Le 28 avril 2017, lorsque son Excellence le président Macky Sall était venu présenter ses condoléances aux populations des îles du Saloum, il s'était engagé à désenclaver les îles du Saloum. Il s'était engagé à ériger Bettenty en commune. Il s'était engagé à mettre des services de sécurité, notamment des sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie à Bettenty. Il s'était engagé également
à mettre un programme spécial pour les îles. Et tout ça a été confirmé dans le Conseil des ministres du 10 mai 2017. Depuis lors, il avait je crois que le ministère de la Pêche devrait piloter ce dossier en rapport avec l'ANAM. À la date d'aujourd'hui, aucun engagement pris par le président Macky Sall n'a été respecté, à part l'érection des enfants comme pupilles de la nation, les orphelins laissés par les populations. Nous voudrons donc profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel aux nouvelles autorités pour dire que les îles du Saloum en général et Bettenty en particulier ne demandent pas grand-chose à part l'érection de cette localité en commune. Le seul village au Sénégal qui compte plus de 20 000 âmes, qui a toutes les potentialités et toutes les possibilités pour être érigé en commune et s'autogérer convenablement et mieux que certaines communes. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Et l'on reparle du rapport 2023 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde. Plus précisément en Afrique, l'Organisation de défense des droits de l'homme fait état de graves violations au Soudan, au Mali, au Burkina, entre autres pays. Mais ce qui préoccupe le plus, c'est le sentiment d'impunité. Là-dessus, la directrice du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud, au micro de Boubacar Dieng. Nous avons des crimes qui sont commis dans la plus totale impunité et donc qui peuvent être se répéter. L'autre aspect important par rapport au conflit, il y a un problème avec le son là, c'est que nous sommes probablement à un tournant dans l'histoire du droit international. Le constat, c'est que deux choses. D'abord, un sentiment de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que toutes les situations que je viens de décrire, que l'on parle du Soudan, du Sahel ou de Gaza, normalement devraient indigner la communauté internationale de la même façon et engager cette même communauté internationale de la même manière dans le but de protéger les populations et de mettre fin à ces exactions. Malheureusement, ce que nous avons pu observer au cours de ces derniers mois, c'est qu'évidemment, là où on a vu une indignation collective, quasiment unanime, pour dénoncer à juste titre l'invasion par les Russes de l'Ukraine, les condamnations, par exemple, des crimes de guerre perpétrés par l'armée israélienne qui sont répétés, documentés et incessants. Au Mali, une partie des otages enlevés la semaine dernière près de Bandiagara libérés. Les femmes et les enfants qui étaient à bord des 3 autocars interceptés ont été libérés sur le champ dans les jours qui ont suivi l'enlèvement datant du 16 avril. Des hommes ont été également relâchés. Plusieurs dizaines restent détenus, mais aucun chiffre n'a pu être recoupé selon RFI. Plus d'une centaine de passagers de 3 autocars circulant entre Bankas et Bandiagara dans le centre du pays avaient été interceptés par des hommes armés. Les ravisseurs seraient des djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Au moins 38 personnes, dont des enfants, sont mortes dans un naufrage au large de Djibouti. 23 autres sont portés disparus selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le bateau qui transportait 77 personnes naviguait vers Djibouti en provenance du Yémen. L'OIM ajoute que tous les morts étaient des Éthiopiens. Santé au Congo-Brazzaville, le gouvernement a déclaré une épidémie de Mpox, cela après la confirmation de 19 cas dans 5 départements, dont la capitale Brazzaville. Le ministre de la Santé précise cependant dans un communiqué qu'aucun décès n'a encore été enregistré. L'Organisation mondiale de la santé a nommé le virus Mpox pour remplacer le terme le plus ancien de variole du singe. Le Mpox a été détecté pour la première fois chez l'homme en République démocratique du Congo voisine en 1970. Esclavage et crimes coloniaux, le Portugal doit payer les coûts selon son président. Déclaration faite hier mardi selon Marcelo Rebelo de Sousa. Le Portugal était responsable des crimes commis pendant l'esclavage transatlantique et pendant la période coloniale et a suggéré des réparations.
Famadion. Le président s'exprimant lors d'un événement avec des correspondants étrangers, Rebelo de Sousa a déclaré que le Portugal assume l'entière responsabilité des torts du passé et que ces crimes, y compris les massacres coloniaux, ont eu des coûts. Pour lui, le Portugal doit en payer les coûts, a-t-il déclaré. Y a-t-il des actes qui n'ont pas été punis et dont les responsables n'ont pas été arrêtés? Y a-t-il des biens qui ont été pillés et qui n'ont pas été restitués? S'est-il interrogé avant d'ajouter: voyons comment nous pouvons réparer cela. Fin de citation. L'idée de payer des réparations ou de faire d'autres réparations pour l'esclavage transatlantique prend de l'ampleur dans le monde entier, notamment par les efforts visant à établir un tribunal spécial sur cette question. Les militants ont déclaré que les réparations et les politiques publiques visant à lutter contre les inégalités causées par le passé du Portugal, y compris le racisme systémique, étaient essentielles. Rebelo de Sousa avait déclaré l'année dernière que le Portugal devrait s'excuser pour l'esclavage transatlantique et le colonialisme. Mais il n'a pas présenté d'excuses complètes. Il a soutenu hier qu'il était plus important de reconnaître le passé et d'en assumer la responsabilité que de s'excuser. À son avis, et s'excuser est la partie la plus facile. La guerre à Gaza pour terminer. De nouvelles frappes israéliennes signalées ce matin dans le territoire palestinien, dans les secteurs de Nuseirat et Rafah, dernier bastion du Hamas selon Israël, situé à la pointe sud du territoire près de l'Égypte. Israël qui a remercié le Sénat américain pour avoir voté hier une aide de 13 milliards de dollars, estimant que cela renvoyait un message fort à ses ennemis. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Situation des droits humains au Sénégal. Amnesty International parle de situation catastrophique au Sénégal en 2023. Nous débattrons de la question tout à l'heure avec nos deux intervenants du jour, M. Denis Ndour, vice-président de la LSDH, Ligue sénégalaise des droits humains, et Maître Baba Diop, avocat à la Cour. RFM Sport. Avant cela, l'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. BAL, l'AS Douane publie une pré-liste de 17 joueurs. Pour démarrer la préparation en regroupement fermé de cette compétition qui démarre au début du mois prochain à Dakar. Ce sera la troisième participation de l'AS Douane qui est vice-championne de cette compétition. Sur cette liste, on retrouve 6 joueurs locaux et 9 recrues pour cette 4e édition. Sodecham nous en dit un peu plus. L'entraîneur de l'AS Douane va travailler avec 17 joueurs en vue de la saison 4 de la BAL. Mamadou Gueye Pabi va choisir par la suite 12 joueurs pour sa 3e participation à cette compétition, en plus de Hadim Rassoul Mboup, issu de la BAL Elevate. Une liste qui rassure, selon notre confrère de la 2STV, Adama Kandé. Très raisonnable. Le coach Mamadou Gueye Pabi a pris les meilleurs du moment. Mais c'est un casse-tête parce qu'il va falloir éliminer 5. Je sais qu'il ne va pas dormir, à moins que, comme on le connaît, c'est quelqu'un qui sait là où il va, il connaît ses hommes, il sait ce qu'il cherche. Quand quelqu'un joue une première édition, il va en quart de finale. Une deuxième édition, il est finaliste, il est meilleur entraîneur. Il retourne à cette expédition avec des joueurs de valeur, de qualité. Je pense que nous allons vers une liste de la douane, vers un 12 qui va être complémentaire, mais surtout un 12 qui va répondre aux attentes du Sénégal. L'équipe a entamé depuis hier sa préparation à Sali. Notre confrère de record garde aussi espoir et pense voir les Gabelous réitérer les mêmes exploits. Pape Morba-Signon. On retrouve des joueurs qui ont l'habitude de cette compétition. C'est un groupe assez homogène qui, à mon avis, est beaucoup plus équilibré que le groupe de l'année dernière parce qu'il y a beaucoup de joueurs polyvalents qui peuvent jouer à tous les postes. Donc c'est un avantage pour l'entraîneur Mamadou Gueye Pabi d'avoir ce groupe-là. C'est un groupe qui peut nous valoir des satisfactions comme l'année dernière. Le journaliste sportif de record ajoute qu'il faudra que les autorités de la Balle Orange soutiennent cette équipe de l'AS Douane. L'administration de l'AS Douane, le ministère des Sports, la fédération, d'appuyer cette équipe-là parce que là, c'est pas simplement l'AS Douane qui joue, mais c'est le Sénégal. Pour le moment, 14 joueurs sont à Sali pour la préparation. À noter que des joueurs comme Ibrahima Thomas, Mike Fofana et Christophe Obekpa sont attendus dans cette semaine. Para-athlétisme, le Sénégal prépare les Jeux
du Maroc. Ce sera du 26 au 28 avril prochain et ces Jeux sont qualificatifs pour les JO de Paris 2024. Une dizaine d'athlètes sénégalais vont défendre les couleurs nationales. Cheikh Tidiane Diagne. L'enjeu principal est de gagner le maximum de places qualificatives aux Jeux Olympiques Paris 2024. Une douzaine d'athlètes évoluant dans différentes disciplines vont se mesurer à d'autres pour être présents à Paris l'été prochain. Yorognan est le secrétaire général du Comité national paralympique du Sénégal en sport, par ailleurs chef de mission paralympique pour Paris 2024. Nous sommes venus avec un groupe de 20 personnes, dont 12 athlètes. Parmi ces 12, il y a un nombre 3, 4 à 4 qui sont à la porte des qualifications, qui leur reste juste quelques notes de leur minimum. Quant à Youssouf Diouf, le porte-drapeau, il a déjà dépassé ses minimums qui étaient de 43. Et actuellement, il est à 45 mètres. Hormis le para-athlétisme, l'objectif du Comité national paralympique est de partir à Paris avec au minimum 5 athlètes. L'ambition de bien représenter le Sénégal est certes là, mais la tâche s'avère difficile, reconnaît le chef de délégation. Ce ne sera pas facile, ce ne sera jamais facile parce que les Jeux olympiques et paralympiques restent les plus grandes compétitions sportives au monde. Et chaque athlète rêve d'y participer et les meilleurs seront sélectionnés. Donc c'est pas facile. Les athlètes sont conscients de cela. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils se préparent avec le Comité national paralympique, avec les fédérations depuis toujours. Aujourd'hui, on peut dire c'est le résultat de 4 ans depuis 2020. Ce meeting va réunir plus de 64 pays du monde arabe, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Amériques qui seront représentés par les meilleurs athlètes paralympiques internationaux. Le grand stade de Marrakech servira de site de compétition. Football en Europe, pour finir. Le Paris Saint-Germain joue le titre ce soir face à Lorient en cas de victoire et en cas de match ou de défaite de l'AS Monaco. Les Parisiens seront sacrés champions de France. Les Monégasques vont jouer contre Lille. Marseille jouera contre Nice, par contre, en Angleterre. Liverpool va tenter de marcher sur les pas d'Arsenal en défiant l'équipe de Everton de Gana Gueye ce soir. En Italie, on joue la dernière demi-finale de la Coupe d'Italie ce soir à partir de 19h. Atalanta défie la Fiorentina à l'aller. La Violetta l'avait remporté sur la marque d'1-0 sur les matchs. Malal Junior Diagne, à l'instant, le journal des sports. Merci. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais dans les titres, les chauffeurs de véhicules de transport interurbain communément appelés Wargaindé à l'Otaxi Dakar arrêtés par la police à Saint-Louis. Au même moment à Gandiaï et à Guédiawaye, d'autres chauffeurs ont été également mis aux arrêts pour transport irrégulier. Les acteurs du secteur peinés par ces arrestations demandent à l'État d'accompagner ces chauffeurs pour qu'ils se conforment à la législation. Un dossier réalisé par Oumou Kalsoumli. Une série d'arrestations de chauffeurs de voitures Wargaindé à Dakar et de taxis clando, des conducteurs qui sont dans l'irrégularité. Selon l'expert formateur en transport routier, Ibrahim Nongo, il faut songer à modifier les textes et pousser les acteurs à se conformer aux lois. Ceux qui sont chargés de veiller à à l'observation des lois et règlements aussi fassent leur boulot correctement. Mais je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire et parce qu'il y a les arrêtés du gouverneur qui date de je ne sais quand, qui organise bien le transport clando. On l'appelle clando comme pour dire clandestin. Mais cet arrêté-là est impossible à exécuter. Tous les points qui sont inscrits sur cet arrêté, mais si on peut les remplir, mais pourquoi pas aller faire tout court un taxi jaune et noir. Idem pour les tchak-tchak. Il y a un arrêté, mais cet arrêté est impossible à être exécuté. Donc nous avons des problèmes entre nous, donc au niveau de la concurrence interne. Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, pense qu'il ne faut pas défendre l'indéfendable. Il invite l'État à prendre des mesures répressives contre ce mode de transport irrégulier et à mettre fin à la corruption qui entrave leurs activités. Moi, je ne peux pas me réclamer que je suis un bon citoyen et je défends ce qui n'est pas normal. C'est ça, moi, je dis qu'il ne faut pas. En tout cas, c'est des Sénégalais. Ils ont un mode de transport que l'État devait régulariser s'il y a la possibilité de le faire. Mais tant qu'il n'y a pas de régularisation, ils ne doivent pas exercer ce métier puisque ce métier est destiné à des personnes qui ont l'autorisation de le faire. Les populations ont confiance à la nouvelle équipe. Donc, la première des choses, c'est de combattre vraiment la corruption, puisque la corruption gangrène, alors freine l'économie du Sénégal. Le secteur des transports en plus particulier, puisque nous, on ne peut rien faire maintenant. Tout ce qu'on gagne, c'est distribué sur la route. D'autres secteurs aussi la même chose. Donc, le blocage de l'économie du Sénégal, c'est la corruption. Nos deux interlocuteurs appellent le tout nouveau gouvernement à réformer le secteur pour mettre fin à cette situation d'anarchie. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour.
Bassirou Diomaye Faye a lancé hier les concertations avec les secteurs privés national pour la réduction du coût de la vie et la création d'emplois. Sud Quotidien informe ce matin que les deux parties cherchent la meilleure formule. Au cours de son audience avec les patrons, Rewmi Quotidien informe que le chef de l'État prône un secteur privé fort. Le patronat s'engage à accompagner le gouvernement. Une synergie d'action en perspective. Pour l'info donc, Bassirou Diomaye travaille à apaiser le climat social. L'AS relève que Diomaye travaille à faire baisser les prix avec la mise en place d'un comité de concertation sur la vie chère, baisse de la TVA sur les denrées de première nécessité, énergie, etc. L'Obs lui aussi soutient que Diomaye, en rencontrant les syndicats et le patronat, signe un pacte avec les partenaires sociaux, le combat contre la vie chère. Walfadri informe que Diomaye a une arme entre ses mains, la commande publique qui va faire saliver le secteur privé. Le jackpot est à 4 000 milliards de francs CFA. Le Témoin informe, lui, que la DGID est aux trousses des débiteurs récalcitrants. Mamadou Ba, le déchu, gérant de FSOL, libre après avoir transigé. Seul Daouda Gueye de DGOL, encore en garde à vue vers un mandat d'arrêt international contre Sékou Fofana en fuite en Guinée. Vox Populi fait focus sur l'audit de tous azimuts. Invité du jour, Birahim Seck du Forum Civil. Les convictions de Birahim justement dans le journal Vox. S'il y a une séparation des pouvoirs, dit-il, eh bien, il n'y a pas de raison de penser à une quelconque vengeance. Mais tout de même, il y a la crainte d'une vendetta et des effets répulsifs pour les étrangers, pour les investisseurs étrangers. Attendue à Dakar, la délégation du FMI qui débarque demain jeudi, elle veut s'expliquer selon le journal Le Quotidien avec Diomaye et Sonko sur les orientations de la politique économique du pays. Le Soleil fait focus sur les contrats pétroliers signés entre le Sénégal et les multinationales, la controverse autour de la renégociation des contrats. Est-ce possible? Le journal a demandé à un expert des contrats pétroliers. Selon Gakien Moneli, c'est très possible. Le Sénégal peut bel et bien contraindre les multinationales à renégocier les contrats. En première page du journal Tribune, Palais de l'Élysée, rencontre secrète entre Macky et Macron sur Diomaye, la défaite de Benno, les relations tendues entre Amadou Ba et l'ancien président de la République au menu, la limitation à 2 mandats en Afrique de l'Ouest sur la table aussi. Dans le journal Les Échos, le retour en zone à l'Assemblée nationale est possible pour les ministres. Le journal Les Échos répond que c'est impossible pour un ancien ministre de retrouver son siège de député à une soirée expert en droit parlementaire et formel. Aucune loi ne permet en l'état actuel de la législation. La loi organique censée organiser les dispositions de l'article 54 n'a jamais existé, relève-t-il encore. Dans le journal Les Échos, toujours avertissement des députés de Benno au pouvoir, oui pour la concertation, non à la compromission, oui pour le respect de la Constitution et des lois républicaines. Conséquence de l'abrogation de la nomination d'Abdoulaye Ndiaye à la Cour suprême, Siré Ali Ba, déjà à la retraite, assure son propre intérim. Le journal Les Échos note que le juge Abdoulaye Ndiaye est nommé par Macky Sall alors que Jean-Louis Toupane est plus ancien que lui. Les magistrats dans l'attente fiévreuse du prochain Conseil supérieur de la magistrature. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, bienvenue dans notre débat du jour à 12h39 minutes. Situation catastrophique des droits humains au Sénégal en 2023. C'est le tableau sombre dressé par Amnesty International dans son rapport annuel publié ce matin. Et pour commenter cette actualité, nous serons avec M. Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. M. Ndour, bonjour. Oui, bonjour, M. Nyan. Nous sommes également avec Maître Baba Diop, avocat à la Cour. Bonjour, Maître. Bonjour, Soleiman. Bonjour, M. Ndour. Alors, est-ce que vous partagez le diagnostic qui a été fait par Amnesty International sur les droits humains en 2023 avec tout ce qui a caractérisé cette année, les morts, les blessés, les manifestations réprimées, les arrestations jugées arbitraires ou les restrictions de l'Internet? Je commence avec vous, Denis Ndour. Merci, Suleiman. Moi, je pense que le rapport est assez étayé, le rapport est assez détaillé. On peut voir des exemples qui ont été cités pour montrer les types de violations qu'on pouvait constater depuis quelques années, et plus particulièrement en 2023 et en début 2024. Alors,
c'est vraiment systématique. À chaque fois qu'il y a des rapports qui sortent, il y a des violations de certains droits qui reviennent à chaque fois. Et vous pouvez le constater avec le département d'affaires des Nations Unies en ce qui concerne des États-Unis en ce qui concerne les droits humains pour le Sénégal. Chaque fois, nous voyons la question de la répression policière. Nous revoyons également la question de la liberté d'association, de la liberté de manifestation et également la liberté d'expression dans sa globalité. Donc ça, moi je pense que on ne peut pas épiloguer là-dessus parce que ce sont des faits réels. L'autre aspect, c'est les morts. Bon, on a vu vraiment qu'il y a eu beaucoup de morts et malheureusement, je dirais malheureusement parce que c'était mon point de vue quand on votait la loi d'amnistie, il n'y a pas beaucoup a été caché, entre guillemets, aux citoyens, puisqu'on ne sait pas en réalité qui sont les véritables auteurs de ces morts-là. D'accord, je pense qu'on parle de réconciliation, ce qui est bien, mais je pense que la réconciliation doit avoir comme pesanteur la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est aller en procès, étayer les gens sur ce qui a été vu au vu su de tous, puisqu'il y a eu des vidéos, on peut même identifier des personnes de par leur visage et tout. Donc je pense que la violation des droits de l'homme au Sénégal est assez sombre, mais rappelez-vous que depuis l'événement de Ben Bokoyaka, notre Sénégal n'a jamais recouvert son statut A des droits humains par rapport au principe de Paris pour le respect des droits humains. En général, un pays est reconnu vraiment comme un pays qui respecte les droits humains si vraiment il est au statut A. Et nous sommes au statut B depuis longtemps. Donc ça veut dire que d'emblée, on est disqualifié en matière de respect des droits humains. Cela ne veut pas dire que tout est sombre, cela ne veut pas dire que rien n'a été fait. Également, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, il y a des avancées sur ce qui concerne les droits des enfants. Il y a un code des enfants et également un projet pour les défenseurs des droits humains, tout ça. Sur la table des législateurs, je pense qu'avec le nouveau régime, on a bon espoir que cela va aboutir et que ça donnera quelque chose de mieux. N'est-ce pas? On reviendra là-dessus quand on parlera des perspectives notamment. Mais avant cela, je voudrais entendre Maître Baba Diop sur l'évolution, parce que le rapport nous offre une photographie des droits humains en 2023, mais avec un peu plus de recul, comment voyez-vous l'évolution des droits humains? On ne parle plus des droits de première génération et même plus des droits économiques et sociaux, plus de droits politiques. Comment analysez-vous justement la dynamique de la question des droits humains au Sénégal ces dernières années? Oui, merci Souleymane. Je pense que je ne dirais pas peut-être comme Amnesty International qui parle de catastrophe. C'est vrai. Mais la moindre des choses, c'est qu'on peut quand même affirmer que la situation n'est pas reluisante. Elle n'est pas reluisante, surtout durant l'année 2023, 2024, ou même peut-être qu'on peut aller même jusqu'à 2022, avec la tension politique qui a sévi dans ce pays-là. Mais même on a constaté quand même énormément de violations des droits de l'homme. Bon, on a noté déjà par rapport aux nombreuses arrestations et de détentions arbitraires que les membres du parti PASTEF ont été victimes. Ça, je pense que cela a été noté et le monde entier s'en était offusqué. Et je pense que même avant, il y a eu beaucoup d'alertes au niveau de certaines organisations de droits de l'homme par rapport aux nombreuses violations des libertés d'expression et de manifestation. Donc, c'est cela qui a fait qu'il y a énormément d'arrestations et de détentions arbitraires de politiques, mais surtout de journalistes et d'activistes. Parce que également, de ce point de vue-là, il y a aussi de nombreux cas de violation de la liberté d'expression aussi qu'on a noté. Mais le plus grave dans tout ça, ce sont surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, les morts et les blessés qu'il y a eu lors des manifestations. Je pense qu'il y a au niveau de l'État une utilisation excessive de la force publique.
Et malheureusement, cette utilisation excessive de la force publique, parce que n'oublions pas, c'est vrai, l'État a le monopole de la violence, mais cette violence, il faut l'utiliser de manière optimale. Mais avec tous ces morts et tous ces blessés et de mutilés, etc., on peut quand même dire, sans risque de se tromper, qu'il y a eu un usage excessif de la force publique. Cela également constitue des violations relativement aux droits humains. On a parlé aussi des droits des enfants. C'est vrai, il y a des projets, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les perspectives, mais il faut noter aussi qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément d'enfants dans la rue qui ne sont pas pris en charge par l'État. Les projets sont dans les tiroirs, c'est vrai, bien ficelés, comme l'a dit tout à l'heure Moussendou, mais je pense qu'il est temps également que l'État puisse poser des actes qui puissent aller vers la protection, en tout cas une protection beaucoup plus accrue des droits de ces enfants-là. Mais restons sur la question du genre, parce qu'il y a aussi les droits des femmes. En tout cas, pour ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce n'est pas une question qui est, disons, comment dire, une priorité, à moins que ce soit dans le rapport et que pour l'instant on n'ait pas des informations là-dessus. Est-ce que de ce point de vue-là aussi, il y a eu un recul ou des avancées plutôt, d'après vous? Je pense que sur le plan politique, la question des genres, il y a eu, à mon avis, depuis le régime du président Abdoulaye Wade, il y a eu quand même quelques avancées avec le phénomène de parité et autres. Mais pour être honnête, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très d'accord avec la question du genre, comment est traité. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Je suis pour l'égalité des chances. Je suis pour la compétence. Et je pense que c'est de ce point de vue-là que les gens devraient mettre l'accent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont raison de dire que c'est pas une priorité, la question de genre. Maintenant, les textes de notre pays protègent le sexe faible, le genre humain. Si vous visitez le code pénal, si vous visitez d'autres textes, il y a effectivement même le code de la famille, parce qu'aujourd'hui, la doléance des femmes, c'est relativement à la puissance paternelle. C'est ça. La puissance paternelle. Mais je pense que nous sommes dans une société où véritablement, et ça ne date pas d'aujourd'hui, s'il faudrait changer tout cela pour enlever au mari le statut de chef de famille, je pense que cela peut poser des problèmes. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques avantages qui sont accordés à la femme. Il y a des réformes au niveau de la code de la famille qui font qu'aujourd'hui, la femme a la possibilité d'exercer la puissance paternelle, mais elle ne peut pas être chef de famille. Je pense que de ce point de vue-là, on va peut-être attendre longtemps, à mon avis, mais c'est peut-être un point qui, à mon avis, ne pourra pas être réglé définitivement. Ouais. Alors, sous ce même chapitre de Nindour, on a vu qu'il y a des droits qui ne sont pas considérés comme des droits prioritaires, comme ça a failli être le cas il y a quelques années, notamment les droits des minorités sexuelles, mais aussi les droits économiques et sociaux liés notamment à l'exploitation des ressources dans nos terroirs. Est-ce que ce sont des sujets qui ont vocation à être relégués au second plan au regard de la situation sociopolitique au Sénégal? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, dans l'enseignement même des droits humains, on dit que quand on doit sérier, on ne peut pas dire tel droit est plus important que tel autre droit, puisque tous les droits sont interconnectés et tout retourne à la dignité de l'être humain. Ça veut dire quoi? Que l'on parle des droits de la première génération avec les droits civils et politiques, que l'on parle des droits de la deuxième génération avec les droits socio-économiques et culturels, que l'on parle des droits de la troisième génération avec les droits de solidarité et de réclamation de façon, en tout cas, collective, ou que l'on parle également de la quatrième génération, on parle du droit de développement, du respect de l'environnement, du droit à avoir un environnement sain, mais on se rend compte que tout est important. Donc on ne peut pas dire ça est plus important que ça. Alors, en ce qui concerne les femmes spécifiquement, en tant que groupe vulnérable, je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la violence qui est faite aux femmes. C'est vrai, les statuts de puissance paternelle, c'est des choses importantes, mais pour moi, ce qui est plus important ici en termes de violation,
c'est les violences faites aux femmes dans les foyers qui sont torturées, en tout cas maltraitées dans leur foyer. Et c'est là où il faut mettre l'accent, c'est là où il faut sévir en termes de réparation surtout, et d'avoir une justice équitable par rapport à cela. Vous savez, nos droits aussi sont aliénés ou liés, si vous voulez, à nos pesanteurs culturelles. C'est cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme même qui est violentée est gênée d'aller porter plainte parce que c'est mal vu dans la famille que voilà, on doit porter plainte son mari parce que le mari est en train d'abuser. Mais à mon avis, je pense que autant les droits économiques, sociaux et culturels sont très importants. D'ailleurs, nous, dans nos plaidoyers, on met plus l'accent sur les droits économiques, sociaux et culturels. En fait, ce qui fait qu'on ne voit plus que les droits civils et politiques, c'est parce que le Sénégal a toujours été inondé, en tout cas, d'une préoccupation politique. C'est-à-dire c'est la politique à tout moment, et là aussi c'est les médias qui jouent ce rôle-là, puisqu'ils nous parlent tout le temps de politique. Mais si dans le débat on nous amène des questions de santé, d'éducation, d'accès au logement, ça ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. Et je pense que c'est là où on doit mettre l'accent avec le nouveau régime. En tout cas, le message est bien passé, c'est bien noté. Merci, Denis Ndour. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains. Dernière question pour vous, Maître Baba Diop. Vous avez entendu ce qui a été dit sur la justice, nécessité de renforcement. On a vu aussi, parce que vous êtes avocat, le positionnement des avocats dans la lutte, dans la défense des droits humains ces dernières années. Quels commentaires cela vous inspire-t-il? Oui, je pense que c'est déjà très bien de faire constater qu'on a un peu renforcé les droits des avocats dans le cadre du règlement 5 de l'UEMOA déjà, qui permet la présence de l'avocat dès l'interpellation de la personne. Tout cela, c'est bien. Mais je pense que le problème, c'est dans l'application de ces textes-là. Parce que le constat, il est là. C'est-à-dire que souvent, c'est pas le cas de tous les officiers de police judiciaire, mais certains officiers de police judiciaire pensent que la présence de l'avocat gêne à l'enquête. Et c'est ce qui fait que souvent, certains avocats ont souvent du mal quand ils se présentent devant les commissariats ou devant les gendarmeries pour défendre leurs clients. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons peut-être que l'administration ou l'État devrait peut-être encourager cette présence de l'avocat au niveau de l'enquête préliminaire dès les premières heures, parce que cela tend à crédibiliser le procès verbal, le travail d'enquête qui se fait au niveau de la police. Maintenant, théoriquement, le texte est là, il existe, mais c'est au niveau de la pratique que souvent il y a quand même quelques problèmes. Alors maintenant, nous voulons aussi encourager le nouveau régime aussi à renforcer l'aide juridictionnelle pour l'assistance des citoyens sénégalais. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps.